Bonjour et merci d'être là pour ce débat. Comment s'émanciper de la société de consommation. Donc, je suis Nahiri Nahapetian d'Alternative économique. On va s'interroger aujourd'hui sur comment transformer nos imaginaires pour se projeter dans autre chose que l'imaginaire des 30 Glorieuses avec le culte de la croissance du PIB, et puis comment faire au quotidien pour s'émanciper d'une société de consommation qui nous sursollicite constamment. Je pense qu'on va répondre à une question que beaucoup d'entre nous se posent au quotidien, tout en sachant que c'est pas facile, parce que consommer c'est aussi un plaisir, c'est aussi le moteur de notre économie, mais en même temps c'est ce qui nous mène vers le désastre écologique et son coût social, le coût social de la surconsommation est aussi quelque chose qu'il faut dénoncer. Donc on va se poser toutes ces questions avec d'abord Sandra Ohibian, qui est directrice du CREDOC, qui se trouve tout à ma droite. Pauline de Brabander, responsable plaidoyer et campagne de Zero Waste France. Benoît Elbrun, professeur de marketing à l'ESCP Business et auteur notamment d'un livre qui s'appelle « Je consomme, donc je suis ». D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler qu'il y a une librairie à l'extérieur, il y a une librairie au Palais des Ducs où vous trouverez les publications de certains de nos intervenants, mais on a aussi une librairie ici au théâtre. Et Marie Gariazo, directrice de l'Obsoco. Voilà, donc on va aborder cette question très, très concrète et très quotidienne. Alors tout d'abord, Sandra Ohibian, est-ce que vous pouvez nous dresser un petit état des lieux de cette surconsommation dont on parle? Est-ce qu'on est vraiment dans la surconsommation, en effet? Alors oui, bonjour à tous et merci pour votre invitation. Effectivement, on peut parler de surconsommation. Je vais prendre 3 exemples assez parlants et de notre vie de tous les jours. L'alimentation, on a 58 kilos de nourriture qui est jetée par ménage chaque année, dont 24 kilos qui sont encore comestibles. Donc on voit bien que sur le plan de l'alimentation, on achète quand même plus que ce dont on a besoin, alors même qu'il y a aussi des phénomènes de précarité alimentaire, que les budgets sont contraints. Le domaine des vêtements aussi, où on sait qu'on a 7 vêtements sur 10 qui sont achetés dans de la fast fashion ou de l'ultra fast fashion. On a donc nos armoires qui sont pleines. On a un tiers des Français qui déclarent qu'ils ont beaucoup trop de vêtements par rapport à l'usage qu'ils peuvent en faire. Les gens sont d'ailleurs assez conscients en fait, du fait qu'ils consomment plus que leurs besoins. Et puis un 3e exemple qui est dans le domaine du numérique, où on est poussé aussi à renouveler très fréquemment nos équipements. Et dans un cas sur 2, une personne sur 2 a un mobile qui date de moins de 2 ans. Et la plupart du temps parce que son mobile ne fonctionnait pas. Donc c'est aussi pas forcément que de l'attractivité, des campagnes marketing, etc., dont on pourra parler, mais c'est aussi ce qu'on a pu appeler l'obsolescence programmée. Donc à la fois une obsolescence marketing qui nous pousse à acheter des nouveaux vêtements pour être toujours à la mode et être intégré dans la société, une obsolescence aussi physique des objets. Et puis, il y a beaucoup de raisons, bien sûr, à la surconsommation, mais le fait, comme vous l'avez dit, que c'est aussi une marque de l'intégration dans la société. Notre société, elle est organisée autour de la consommation, à la fois économiquement, c'est la moitié du PIB, donc on ne peut pas non plus... on voit bien que dès que la consommation baisse, les politiques sont complètement
inquiets. Et dans le même temps, on demande aux gens de moins consommer pour faire attention à la planète. Donc on a quand même déjà des injonctions qui sont un petit peu contradictoires. Et puis sur le plan symbolique, la consommation, c'est aussi faire partie de notre société. Y être intégré, et on le voit bien en ce moment avec les futures fêtes de Noël qui sont beaucoup organisées aujourd'hui autour du don contre don d'objets et de cadeaux, où c'est encore assez difficile de s'en extraire, même si bien sûr il y a une partie de la population qui essaye d'inventer des nouveaux rites avec moins d'achats de produits neufs, avec des pratiques un peu alternatives. Merci beaucoup. Alors Benoît Elbrun, j'ai dit que vous étiez professeur de marketing, mais vous êtes aussi philosophe, je crois. Et donc vous avez beaucoup travaillé sur les mythologies des marques, les mythologies de la société de consommation, qui pour vous véhiculent un discours trompeur sur la liberté de choix. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça un peu? Oui, alors en fait, ce qui est important, c'est de savoir d'abord de quoi on parle quand on parle de consommation. Donc, d'abord, il faut distinguer le fait de consommer, le fait de consumer, de détruire. Là, c'est pas de ça dont on parle. On parle de la consommation. Pour moi, la consommation, c'est le fait d'échanger du sens, donc la signification, et des valeurs à travers des objets matériels. On peut aussi le faire avec des biens immatériels, mais gardons quand même l'idée de biens matériels. Donc, ça veut dire que la consommation, c'est un ensemble de pratiques. Et en fait, ces pratiques, elles sont enchâssées dans un système qui est un système de production-consommation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réfléchir à la société de consommation sans parler de la société de production, et sans parler notamment des chaînes logistiques, donc de la distribution, ce qui nous renvoie au marché. Bon, il y a un phénomène de marchandisation, donc il y a un sujet qui est très important, c'est est-ce que tout a vertu à devenir une marchandise? Bon, moi je pense que non, c'est-à-dire qu'il faut vraiment poser la question de la démarchandisation comme une question politique. Et partant de là, la question c'est de savoir, une fois qu'on est d'accord sur ces postulats, comment est-ce qu'on peut analyser la consommation, sachant que ça dépend de l'approche que l'on va adopter. C'est-à-dire qu'un psychanalyste, un sociologue, un nutritionniste ont chacun des choses à dire sur la consommation, mais ils ne vont pas dire les mêmes choses, tout simplement parce qu'ils ont un biais disciplinaire. Le nutritionniste, il va s'intéresser au niveau biologique, l'anthropologue, il va s'intéresser à des macrostructures, la culture, la société, le genre, la transmission, etc. Bon. Donc ce qui est important quand on parle de consommation, c'est toujours de dire d'où on parle. Moi, mon point de départ, c'est les imaginaires, parce que j'ai une formation en sciences du langage, en sémiotique, donc je suis plutôt sur le niveau macro de l'analyse de la consommation. Donc quelqu'un comme moi, mais j'en fais pas une vérité, ne s'intéresse pas à la décision individuelle. Pour moi, ce n'est pas un sujet, parce qu'on est enchâssé dans des pratiques et on dépend d'un système, et en fait, on a très peu de moyens d'action au niveau individuel sur le système. Donc ça veut dire que si on veut changer le système, ça veut dire qu'il faut déjà accepter l'idée qu'il faut une politique de la consommation, chose qui n'existe pas en France, qui n'a pratiquement jamais existé. Je vous rappelle qu'il n'y a pas aujourd'hui de ministre de la consommation. Monsieur Papin, il est ministre du commerce, des petites entreprises et du tourisme, mais on a retiré l'appellation consommation et on a remplacé par cette affreuse notion de pouvoir d'achat. Je ne m'étends pas là-dessus. Mais on pourra en parler. Non, parce que ça, c'est encore un autre sujet. Je vais rester quand même sur la question. Donc, ça veut dire que très clairement, la consommation, c'est un impensé dans la société, en tout cas française. D'ailleurs, aujourd'hui, on est 40 sur un sujet qui structure la vie quotidienne. Donc, il y a un vrai problème. Donc, D'ailleurs, si vous essayez de publier un livre sur la consommation, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile parce que ça n'intéresse pas les gens et ça ne les intéresse pas parce qu'en fait, ils ne savent pas de quoi on parle. Bon, donc il y a un impensé autour de la consommation. C'est pour ça que j'ai essayé de commencer par une définition qu'après on peut discuter, tricoter, détricoter bien évidemment. Parce que ce qui est intéressant sur ce plateau, c'est qu'on a chacun un point de vue différent. Et donc on va tisser ensemble quelque chose, plutôt que de dire lui il a raison, elle a tort, etc. C'est pas ça l'objet. L'objet c'est il faut qu'on arrive à articuler des points de vue pour changer le système. Et le système, c'est certainement pas de s'intéresser à la décision individuelle, ni de s'intéresser à la question de la morale.
Donc il faut voir comment on peut changer le système, sachant que le système, il dépend d'éléments structurels, des moyens de transport, des flux logistiques, et puis des imaginaires, et puis des contraintes. Des contraintes, évidemment, des contraintes budgétaires. Évidemment qu'il y a 15 millions de Français qui ne mangent pas à leur faim. Bon, ça, c'est un vrai problème. Je vous rappelle que le président Lula a fait une très belle tribune il y a 1 mois et demi en disant « la faim, c'est un choix politique ». C'est-à-dire que de laisser mourir les gens de faim, c'est un choix politique. Ce qui veut dire par là, c'est qu'on décide d'allouer des ressources pour l'intelligence artificielle. Alors là, on trouve des milliards sans problème. Mais moi, je fais partie des gens qui défendent le revenu universel et la carte vitale alimentaire. C'est-à-dire cette idée que dans un pays comme la France, c'est absolument anormal que des centaines de milliers de personnes ne mangent pas à leur faim et qu'on trouve, par exemple, je prends le cas de Paris, 2300 enfants scolarisés qui dorment dans la rue. Je trouve ça absolument scandaleux. Ça, c'est une décision politique. Si on laisse faire ça, c'est qu'on choisit de laisser faire ça. Parce qu'on a les moyens de résoudre ces problèmes. Bon. On ne peut pas résoudre toutes les maladies, mais par contre, la faim, on sait le faire. Et je rappelle quand même, parce qu'on va à un moment parler de la Chine, on peut dire tout ce qu'on veut sur la Chine, d'accord ? Mais ce qu'a quand même réussi la Chine, c'est sortir des millions de personnes et presque 1 milliard de la pauvreté. Et donc, ils ont réussi avec un système, certes, qui est totalitaire, ce n'est pas celui que je revendique, évidemment, sinon je ne serais pas là, mais plutôt que de toujours ostraciser l'autre, se dire quand même qu'est-ce qui a marché. Parce que c'est intéressant de voir aussi chez l'adversaire symbolique qu'est-ce qu'on peut en tirer et qu'est-ce qui est important. Bon, donc vous avez compris, plusieurs clés de lecture. Moi, la mienne, ce sont les imaginaires. Et les imaginaires, pour moi, structurent en fait notre rapport à la consommation. C'est pas innocent qu'on ait commencé tout à l'heure avec le vêtement, la mode. Pourquoi ? Parce que la société de consommation, elle est structurée par l'imaginaire de la nouveauté. La nouveauté, donc c'est le fresh, d'accord, c'est ce qui change. Et ça commence au XVIIe siècle. D'ailleurs, c'est le début de l'industrie de la mode avec la première gazette de mode, le Mercure Galant. On est déjà à l'époque de Louis XIV, je rappelle ça. Déjà, les tenues d'hiver, les tenues d'été, etc. Et en fait, c'est là aussi qu'on va commencer à penser ce qu'est le marketing, c'est-à-dire une technologie d'accélération de la demande. Le marketing, ça sert à trouver des débouchés à l'époque aux manufactures royales, aujourd'hui aux usines chinoises et américaines. Et donc, si on parle en termes d'imaginaire, en fait, ce qui nous structure, c'est la recherche de nouveautés. D'où le fait qu'on veut changer de vêtements. Et la mode, ce n'est pas une industrie, ce n'est pas un secteur. On est bien d'accord. C'est simplement l'accélération de la demande. Donc ça veut dire qu'on est dans une société de l'accélération. Et la société de l'accélération, comme l'a montré Hartmut Rosa, le sociologue allemand qui a beaucoup travaillé là-dessus, l'accélération, ça crée de la violence et ça crée de la souffrance. Donc la question, c'est de savoir quelle société on a envie de construire ensemble, quel doit être le rôle de la consommation dans cette société. Et dans cette société, donc il y a un imaginaire dominant, c'est la liberté. Vous prenez 90% des marques dans 80% des catégories, leur discours est structuré autour de la liberté. Et cette liberté, elle a une dimension politique qui s'appelle l'émancipation. Et donc la question qui nous occupe cet après-midi, c'est de savoir dans quelle mesure l'émancipation est possible. Alors moi, ma réponse, je vais répondre là en une phrase parce qu'après je vais laisser parler les autres, c'est que c'est la question fondamentale, mais l'émancipation, elle est possible si on prend les choses à un niveau collectif. Et donc cette émancipation, c'est certainement pas la capacité que j'ai d'exprimer mon identité à travers des biens de consommation. J'ai certes fait un livre de commande qui s'appelle « Je consomme donc je suis » avec un point d'interrogation, évidemment. C'est un livre pour les adolescents qui explique en fait comment fonctionne la consommation et d'où ça vient. Et en fait, ce qui est important, c'est que derrière ça, on a une question de souveraineté. C'est-à-dire la question du pouvoir. Quel pouvoir on a, nous, en tant que consommateurs, pour changer le système ? Parce que le système, de toute façon, il faut le changer. Parce qu'on consomme trop de ressources et parce qu'il y a trop d'inégalités. Bon. Donc, si on veut une société durable, il faut une société équitable. Pour moi, c'est l'équité qui fonde la durabilité et pas l'inverse. Ça, c'est le fondement, pour moi, politique, de toute politique de consommation. Bon. Et donc il faut repenser la souveraineté. Et en fait, qu'est-ce que c'est la souveraineté ? C'est la capacité qu'on a,
en tant que consommateur, d'influer le système productif. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette phrase de Coluche qui dit à un moment il suffirait qu'on accepte d'acheter ce produit pour qu'on arrête de le vendre. C'est ça la souveraineté du consommateur. Mais sauf que ça ne peut pas se jouer au niveau individuel. D'accord ? Donc, on développe des fictions sur la liberté individuelle, le choix, les préférences, nos émotions qui seraient individuelles. Bon, je vous conseille de lire les derniers ouvrages d'Eva Illouz, la grande sociologue, qui a beaucoup travaillé sur justement la façon dont le capitalisme a capté les émotions, et notamment l'amour, ce qu'elle appelle les marchandises émotionnelles, c'est-à-dire que les marchandises deviennent des émotions, et les émotions deviennent des marchandises. Bon. Et donc, en fait, tout ça, ce sont des constructions culturelles. Alors vous allez me dire, vous êtes biaisé parce que vous partez des imaginaires, vous mettez tout dans l'imaginaire. Je ne mets pas tout dans l'imaginaire parce qu'il y a aussi des contraintes, il y a aussi des pratiques, il y a aussi des routines, ça je le sais. Mais l'imaginaire, c'est absolument structurant. Et donc, la question, c'est de savoir comment on peut déplacer un imaginaire. Et là, je vais juste mentionner un auteur, à mon avis, qui est fondamental, et après je me tais. C'est un philosophe qui s'appelait Cornelius Castoriadis. Et je vous incite, je suis allé vérifier ce matin, il y a un petit stock chez Gibert, d'accord, j'ai été regarder ce matin, de son livre de 1975, L'institution imaginaire de la société. Tout est dedans. Tout est dedans. Ce matin, j'assistais au débat sur la culture et on a parlé de la nécessité d'avoir des assemblées pour savoir comment on allait répartir les dépenses, choisir les spectacles, etc. Ça, c'est dans Castoriadis 1975, c'est-à-dire il y a 50 ans. C'est quoi l'idée principale ? C'est que dans une société, donc une société, elle est structurée par un imaginaire, et Castoriadis va distinguer ce qui est institué et ce qui est instituant. Donc ce qui est institué, c'est l'imaginaire en place. Donc là, par exemple, la liberté, l'épanouissement, etc., ça c'est quelque chose d'institué. Donc c'est dans notre tête et ça va influer sur nos pratiques. Mais ce que dit Castoriadis, c'est qu'il faut se donner une marge de discussion, de négociation, et donc il faut repenser ce qui peut être instituant. Et donc c'est à nous, individus, je ne parle pas de consommateurs, je n'aime pas du tout ce terme, qui est juste un construit du marketing, c'est à nous de savoir ce qui doit être instituant pour ne pas être dépendant de ce qui est institué. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qui est important. Et ça, pour moi, c'est une question politique. Et donc, par exemple, la première chose à détricoter, c'est l'idée que consommer, c'est montrer son identité. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, la société de consommation, ce n'est pas simplement une société de l'accumulation, de l'avoir, c'est surtout une question d'être et d'identité. C'est l'idée que, en consommant, j'exprime ce que je suis, ce que j'ai envie d'être. C'est exactement ça qu'il faut détricoter. Et évidemment, là, les marques et les logos jouent un rôle essentiel, parce qu'il y a un effet de visibilité. Mais ce qu'il faut, c'est revenir à la substance des objets. C'est-à-dire se dire, finalement, qu'est-ce que j'achète quand j'achète quelque chose ? J'achète le fait de pouvoir faire une image sur Instagram, donc qui va durer 2 secondes, ça c'est Chine, et on voit que ça marche. C'est le fait de pouvoir exhiber un logo, parce que j'ai un sac d'une grande marque, ou c'est parce que le produit m'intéresse. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, il y a une différence fondamentale entre acheter un produit et acheter une marque. Il faut qu'on revienne à un capitalisme de la substance, qu'on a totalement abandonné. Je m'arrête là. Pour le moment. Pour le voilà. moment. Pour le moment. C'était juste l'apéritif. On reviendra dans la deuxième partie du débat sur ce qu'on peut faire. Mais on va continuer avec l'état des lieux. Alors Pauline de Brabander, vous avez travaillé beaucoup au sein de Zero Waste France sur la fast fashion et la fast déco. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu une idée de l'ampleur de ces phénomènes et de leurs dégâts ? Alors oui, bien sûr. Nous, on est une association citoyenne, Zero Waste France, donc financée et qui représente les citoyens.
Et effectivement, on a cherché on fait pas mal de travail en coalition avec d'autres associations environnementales. Et l'objectif, c'est vraiment de travailler sur cette société de surproduction, de surconsommation, et de réfléchir à quelles solutions pour justement réduire le gaspillage de ressources. Parce que quand on s'attaque aux déchets, on s'attaque bien entendu à tout le gaspillage qu'il y a derrière. Et sur cette partie-là, sur cette partie fast fashion et fast décoration, donc nous on a essayé de creuser un petit peu, on a fait notamment un rapport sur la fast déco et on fait aussi des actions sur la fast fashion, parce que ce qu'on s'est surtout rendu compte, c'est que la surconsommation se porte très bien, mais c'est surtout les mises en marché qui ne font qu'augmenter. C'est-à-dire qu'en fait, les produits, les quantités de produits commercialisés ne font qu'augmenter. Donc, on en revient à cette idée d'un système global qui ne dépend pas tellement de l'individu, comme on vient de le dire, mais qui dépend des enseignes, des marques, qui, elles, ont une croissance exponentielle de ce qu'elles mettent sur le marché. Et on l'a vu, alors je vais donner quelques exemples, mais sur la fast fashion, on dit toujours qu'on consomme un nombre de pièces par an par habitant. C'est surtout qu'il y a 52 pièces de vêtements, nouveaux vêtements, qui sont mis sur le marché par an par habitant en France. Les enseignes nous proposent à chacun ce nombre-là. On pourrait tous avoir ce nombre-là parce qu'ils sont commercialisés. Et c'est énorme, c'est 40% de plus qu'il y a 10 ans, en fait. C'est ça, cette croissance, elle est vraiment exponentielle. Et sur l'ameublement, on voit la même chose. Quand on parle c'est surtout le petit ameublement qui progresse et la décoration. Et quand on regarde ça, c'est qu'entre 2017 et 2022, donc il s'est passé le Covid, il y a eu un surinvestissement de sa maison, hein, on y a passé beaucoup de temps. Il y a aussi les réseaux sociaux, on essaye de plus décorer sa maison, on se met aussi en scène dans sa maison. Et en fait, les mises en marché des éléments de meubles et de décoration ont augmenté en 5 ans de 88%. Ça a quasiment été multiplié par 2. Donc ça, effectivement, pour nous, ça montre la tendance des marques à s'engouffrer dans nos imaginaires, justement, et à mettre sur le marché tout ce qui, eux, les avantage économiquement. Donc nous, on essaie d'analyser aussi un petit peu ces pratiques, enfin, quelles sont les pratiques de surconsommation qui nous incitent, nous, individus, à aller pratiquer ces actes d'achat. Donc on a essayé de mettre en avant un peu finalement, c'est quoi la fast fashion, la fast déco? Pourquoi est-ce qu'on parle de fast? Fast, c'est surtout les modes de production. Donc on sait très bien que c'est à la fois une forme de rapidité parce qu'on produit vite, on produit un peu en flux tendu. On produit à l'autre bout du monde et les produits arrivent rapidement. Donc les conditions de travail des personnes qui fabriquent sont effectivement déplorables. Il y a les conditions de transport. Parfois, vous avez des meubles qui sont des bois produits en Europe, qui partent en Asie du Sud-Est pour être fabriqués, qui reviennent en Europe pour être vendus. Et ça, c'est assez classique, en fait, comme cheminement de production. Donc, on a cette partie production qui représente ce qu'on appelle la fast fashion, fast déco, enfin, la fast furniture aussi pour tous les meubles. Et après, vous avez finalement toutes les pratiques marketing qui vont derrière, les pratiques d'incitation à la surconsommation. Donc, vous allez avoir, en fait, la largeur de gamme, pour nous, c'est le premier critère, en fait. Plus une marque a une grande largeur de gamme, plus, en fait, elle va vous inciter à porter vos produits, vos vêtements, ou à les garder moins longtemps, en fait. On estime un peu des jours de portée sur vos vêtements. Et justement, si une marque a vraiment une grande largeur de gamme et qu'elle renouvelle ses vêtements, ses produits, ses modèles tous les jours, parce qu'aujourd'hui, sur certains sites, c'est quotidien, hein, c'est de façon quotidienne, mais pas que sur la vente en ligne, hein, parce qu'en fait, quand on regarde les marques, même les enseignes qui ont des magasins, dans les faits, il y a encore 30 ans, il y avait 2 collections, printemps-été, automne-hiver. Aujourd'hui, dans les magasins, vous avez jusqu'à 52 collections, ça fait une par semaine, en comptant les collections capsules, les collections vente privée, les collections, enfin voilà, vous avez des collections éphémères qui sont là pour vous inciter à surconsommer. Vous avez aussi les promotions permanentes, qui sont un autre de ces critères, c'est-à-dire que et effectivement, il y a encore une bonne vingtaine d'années, on avait 2 gros mois de soldes en France, réglementés. Aujourd'hui, on va avoir des ventes privées partout. On va avoir des incitations à surconsommer aussi de façon financière sur les sites internet où les prix sont tous barrés avec des réductions d'office alors que vous vous connectez pour la première fois. Vous allez avoir de la gamification en ligne aussi avec des petits jeux pour gagner des réductions supplémentaires. Donc tout ça, c'est des mécanismes de marketing que nous, on analyse comme faisant partie de ce qui va nous inciter à surconsommer et qui va en fait rapporter tout simplement aux marques. Donc nous, on va essayer d'attaquer aussi ça. On fait partie des associations qui avons créé un observatoire aussi citoyen de la publicité pour essayer d'interpeller. Enfin, en fait, en tant que citoyen, vous pouvez lancer l'alerte aussi sur ce genre d'observatoire. Donc sur des publicités que vous trouvez trop incitatives, mensongères ou autres, parce que c'est des pratiques qui, en tant que citoyens et citoyennes, doivent aussi nous alerter. Donc voilà, nous c'est là-dessus qu'on alerte en tant qu'ONG
environnementale. On travaille avec des associations qui travaillent beaucoup plus sur l'aspect social, mais dans les faits, on cherche à dénoncer ces pratiques et à montrer que c'est effectivement systémique parce que c'est les enseignes qui cherchent à nous faire consommer. Oui, tout à fait. La surconsommation est énormément entraînée par l'offre. Alors, Marie Gariazzo, au sein de l'Obsoco, vous avez mené des enquêtes, et notamment des enquêtes qui montrent que les gens qui aspirent à consommer moins se heurtent à des freins. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui. Alors, merci beaucoup. Alors déjà, dire qu'en effet, on partage tout à fait le constat que le problème n'est pas individuel, qu'il est collectif, qu'il se place à un niveau vraiment des systèmes de production, mais que nous, on interroge en fait beaucoup les Français. Donc on va revenir à un palier peut-être un peu plus terre à terre. Avant de rentrer sur les freins, en fait, nous, on a sorti récemment une étude qu'on a menée pour l'ADEME sur les comportements de consommation et sur le regard que les Français portent sur la consommation. Et je trouve que les résultats sont assez intéressants parce qu'ils montrent qu'il y a un vrai paradoxe, qui est évidemment le fruit du système qu'on évoquait et qui fait porter en fait sur les consommateurs cette idée à la fois de choix individuel mais aussi de culpabilité par rapport aux enjeux climatiques notamment. Donc j'ai juste donné quelques chiffres. Il y a 83% des Français qui pensent que l'on consomme trop en France. Donc on parle beaucoup de surconsommation, mais nous on note quand même qu'il y a une prise de conscience en fait que cette société de surconsommation n'est pas satisfaisante aujourd'hui. Mais par contre, ils sont seulement 32% à considérer qu'eux-mêmes en fait consomment trop. Et donc c'est bien là le paradoxe, c'est l'idée que finalement le problème ne nous concerne pas, que le problème vient des autres, et tout le monde se renvoie évidemment la balle. Et puis, ils sont 72% aussi à juger que notre modèle de consommation il nuit à l'environnement. Donc, en fait, le constat, il est là, il est partagé par tous, mais le paradoxe auquel sont confrontés les consommateurs aujourd'hui, c'est que le passage à l'acte est quasiment impossible, malgré les souhaits observés. Et donc, du coup, évidemment, ils sont en plus 82% à estimer que leur mode de vie est sobre. Donc, on se rend compte aussi que la sémantique qu'on utilise aujourd'hui, elle ne revêt pas finalement la même réalité pour tout le monde, puisqu'on peut se considérer comme sobre, alors même qu'on peut avoir des comportements qui ne sont pas vertueux écologiquement. Mais pourtant, en fait, nous, ce qu'on remarque dans nos études en ce moment, c'est qu'il y a quand même une décélération et une érosion en fait du désir de consommer. Et alors évidemment qui s'explique par plein de facteurs différents. Le premier facteur, c'est qu'on est dans un monde incertain, il y a de grandes craintes pour l'avenir, une tendance à épargner de plus en plus importante. Mais globalement, quand même, quand on pose la question qu'on pose depuis 5 ans sur comment vous évaluez en fait votre désir actuel de consommation, votre envie de vous faire plaisir en réalisant des achats, on demande une note de 0 à 10 et en 5 ans, en fait, c'est aujourd'hui qu'on atteint la note la plus basse, autour de 5,3. Et dans les études qualitatives qu'on mène, on sent en fait une forme de saturation. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller chez Chine ou qu'on ne va pas aller surconsommer pour les fêtes de Noël, mais on sent en tout cas très fortement parmi les personnes qu'on interroge une envie qu'on nous donne les moyens en fait de décélérer, de déconsommer, et évidemment ça se confronte au système auquel ils sont confrontés. C'est vrai que la consommation, elle joue un rôle, on l'a évoqué à plusieurs reprises, de compensation, de distraction, que c'est souvent un marqueur social et c'est ça qu'il faudrait déconstruire. On se rend compte qu'elle est très très instituée, puisque notamment quand on étudie les lieux de consommation, c'est des lieux quasiment aujourd'hui avec la disparition de certains services publics où on va avoir une fonction sociale extrêmement importante. Donc l'attachement à la consommation, il est aussi lié au fonctionnement de notre société et on est bien d'accord que c'est ça qu'il faudrait déconstruire. Mais peut-être avant de revenir sur les freins, peut-être que la question qui se pose aujourd'hui, c'est évidemment celle de s'émanciper, de comment on s'émancipe de la consommation. Manifestement, même si on appelle tous de nos voeux que le politique prenne ça en charge beaucoup plus fortement, ça tarde. Et peut-être qu'il y a quand même des biais, des moyens de s'émanciper dans la consommation de manière imparfaite, mais tout de même. Et c'est vrai qu'on sent, nous, parmi les Français qu'on interroge de différentes manières, une volonté quand même de reprendre la main un peu sur le cours des choses, sur leur quotidien. Alors c'est que des frémissements, tout le monde n'a pas les moyens économiques de faire cela, évidemment, mais c'est quelque chose qui nous paraît quand même intéressant.
Et on l'a vu, alors nous on a travaillé aussi pas mal sur le textile et notamment sur la réparation, sur le bonus réparation en matière de textile. On n'est qu'au tout début, c'est évidemment que ce système ne fonctionne pas encore parfaitement, mais on sent quand même qu'il pourrait y avoir aussi, en attendant que le système évolue, une manière de reprendre un peu la main sur les choses. Et la réparation est un moyen en fait aussi de réacquérir des compétences que notre société a perdues, que ce soit en matière évidemment de reprise des chaussettes, et ça touche pas mal de secteurs en fait de la consommation, et notamment Jérôme Denis, un sociologue, a beaucoup travaillé sur ça, sur cette idée de prendre soin, de aussi peut-être modifier son rapport aux objets, parce que finalement, cette obsolescence programmée qu'on évoquait tout à l'heure, elle est très fortement rejetée par les Français qui ont quand même le sentiment de se faire avoir. Et du coup, réacquérir ces compétences-là, c'est aussi un moyen de reprendre un peu la main sur sa consommation. Et puis, évidemment, par rapport à ces arbitrages entre écologie, économie, on a quand même toujours cette espèce de diktat un peu politique il faudrait que les gens consomment moins pour des raisons écologiques. On voit très bien dans nos enquêtes que, évidemment, le premier moteur d'une baisse de consommation, c'est quand même le facteur économique. Et finalement, si le facteur économique est le premier et qu'il a des vertus écologiques, c'est déjà, en tout cas, très bien. Et donc, c'est peut-être aussi éviter cette culpabilité qu'on fait porter en fait aux consommateurs sur la lutte contre le réchauffement climatique. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va vraiment aborder la question qui est posée dans le débat. Comment s'émanciper de la société de consommation? Donc vous avez tous dit qu'il fallait surtout trouver des solutions collectives. Alors Sandra Ohibian, que pourraient être ces solutions collectives? Alors, il y en a plusieurs, mais peut-être une à laquelle on pense moins souvent. C'est ce que disait Benoît tout à l'heure est très vrai. Une des valeurs fondamentales de notre société, c'est la liberté. Alors c'est dans la consommation, mais c'est en dehors de la consommation aussi. Quand on demande aux Français qu'est-ce que serait pour vous une société idéale, eh bien les mots, la devise républicaine arrive très vite en fait dans les réponses. Et cette dimension de la liberté individuelle, c'est une dimension qui est structurante dans notre société. On est dans une société où chacun, alors à tort ou à raison, mais souhaite être un individu singulier qui va exprimer sa manière de penser, à la fois politique, mais également corporelle. On le voit par exemple avec l'émergence du tatouage, qui auparavant était une marque collective et qui maintenant est une marque individuelle qui vient raconter qui on est. On le voit par exemple avec les prénoms. Auparavant, on avait 75% des prénoms qui étaient dans le top 50. Aujourd'hui, on n'en a plus que 27%. Et chaque prénom n'est donné que 2% à 2% des bébés. Donc, on va vouloir choisir un prénom qui va représenter ce qui est important pour nous, que ce soit notre lieu de vie, que ce soit notre histoire personnelle ou que ce soit une dimension religieuse ou locale, etc. Tout ça, c'est des exemples qui ne sont pas pris dans le champ de la consommation, mais la consommation, elle est prise aussi, bien sûr, là-dedans, dans ce souhait de singularité. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, oui. Il y a d'ailleurs des parents qui se tatouent le prénom de leurs enfants. Donc ça peut se mélanger. Ça devient une pratique de consommation. En fait. Voilà. Et donc cette dimension de la liberté, elle est tout à fait, les marques et le capitalisme en général a cette force d'absorber finalement toutes les valeurs de société et de trouver un moyen, de trouver un chemin pour s'en emparer. Et on a aussi, nous, au CREDOC, on travaille régulièrement aussi pour l'ADEME. Et il y a un résultat, moi, qui m'a quand même interpellée, c'est que quand on demande aux Français, est-ce que pour vous, il vaut mieux laisser des choix de consommation individuels, quitte à ce qu'il y ait des impacts sur la planète, ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il y ait des règles collectives qui limitent les comportements nocifs pour l'environnement, même si cela restreint votre liberté? On a 60% des Français qui disent qu'ils sont plutôt pour des règles collectives. Et on retrouve cet élément dans la Convention citoyenne pour le climat, donc un travail qui avait permis aux gens de prendre le temps, de délibérer, de construire un compromis, de savoir comment est-ce qu'on pouvait articuler les dimensions économiques, écologiques, sociales, etc. Et une des recommandations de la Convention citoyenne pour le climat, c'était de limiter la publicité sur les produits nocifs pour l'environnement.
Donc, en fait, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que les individus sont pris dans un système qui les dépasse, eh bien, ils en ont conscience et ils seraient prêts, en fait, à accepter qu'on régule d'une certaine manière. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure sur les marketing. Donc, on a donné quelques exemples, mais il faut savoir que c'est une science qui mobilise des neuroscientifiques, des gens qui vont essayer d'aller voir tous les moyens, en fait, de nous convaincre d'acheter. Donc, si un jour, vous cliquez par hasard sur une chemise, elle va vous suivre ensuite sur tous les sites Internet sur lesquels vous êtes allé. Vous allez avoir des mécanismes où on va vous dire « Attention, vite, il faut que vous achetiez parce que sinon, la promotion va disparaître ». Donc, ce qu'on appelle des dark patterns, c'est-à-dire qu'on va essayer de s'engouffrer, finalement, dans tous nos penchants et tous nos biais cognitifs. Et donc, on pourrait tout à fait réguler la publicité à la fois sur les objets, en disant les objets, on le fait bien sur les cigarettes, on le fait bien sur des produits où on considère, ou sur l'alcool. Alors, ce qu'on fait depuis pas mal d'années, c'est qu'on fait des oxymores. C'est-à-dire, il y a une publicité pour la voiture, et puis à la fin de la publicité, on dit non, mais surtout marchez à pied. On vous dit, on vous fait une publicité pour un Mars, et puis à la fin, on vous dit non, mais surtout mangez 5 fruits et légumes par jour. Bon, on voit bien que en termes de politique publique, bon, il y a quelque chose qui n'est pas complètement efficace. Donc, on pourrait tout à fait avoir une régulation de la publicité et des dimensions marketing, en considérant que c'est des choses qui vont en fait violer la volonté et la réelle liberté des individus. Donc ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est en fait faire un pas de côté par rapport à la consommation. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, les lieux qui sont fréquentés par les Français, les premiers lieux fréquentés par les Français au quotidien, eh bien, ce sont les lieux commerciaux. Donc, les centres commerciaux, les magasins, les commerces, c'est là où on va le plus fréquemment. Et par exemple, les lieux sportifs, les lieux culturels sont beaucoup moins fréquentés, les lieux associatifs sont beaucoup moins fréquentés. Et évidemment, ce n'est pas dans un centre commercial qu'on va rencontrer des gens, qu'on va pouvoir avoir d'autres activités. Et quand on s'intéresse, moi les travaux, alors je dirige le CREDOC, donc on travaille beaucoup sur la consommation, mais moi mes travaux personnels sont plutôt autour de la cohésion sociale. Ce qu'on voit, c'est que on a un vrai sujet sur le lien social aujourd'hui en France, à la fois parce que on est dans une société où on a de plus en plus de foyers de personnes seules. Aujourd'hui, il y a un tiers des foyers qui sont des foyers de personnes seules. Il faut savoir que dans les pays du nord de l'Europe, on est déjà à 45%, donc c'est un chemin qu'on va continuer en liaison avec le vieillissement, en liaison aussi avec le fait qu'on a des trajectoires de vie où on se sépare, où on a des moments de célibat qui sont plus importants parce qu'on se met plus tardivement en couple, etc. Enfin bref, donc la cellule du couple et la cellule familiale qui pendant longtemps était finalement ce qui nous permettait d'avoir aussi un peu quelque chose qui nous réchauffe le cœur en dehors des grands collectifs qui depuis un certain temps ont perdu de poids, notamment parce que les individus ne veulent pas entrer dans des systèmes qui sont complètement formatés mais qui veulent exercer leur propre choix. Et bien tout ça, ça pose des questions au lien social. Et là, je viens de terminer une étude, mais je n'ai pas encore tout déployé les résultats, mais je suis un peu sous le choc parce que je viens de voir qu'on a 38% des jeunes qui nous disent qu'ils ont un ami IA. Donc, je ne sais pas bien ce que ça veut dire, je ne sais pas encore si c'est parce qu'ils le font en plus que de leurs amitiés, etc. Il faut que je creuse, mais ça dit quand même quelque chose, à mon sens, d'une société où on a envie de lien, mais finalement, on n'arrive pas à le concrétiser. Et donc moi, je pense que parmi les moyens de limiter la société de consommation, eh bien, il y a très concrètement le fait d'avoir des lieux où les gens puissent se rassembler et faire autre chose que consommer, avoir des activités, alors ça peut être des activités autour du faire, de la réparation, etc., mais ça peut être des activités culturelles, sportives, politiques, enfin, il y a tout un tas de choses, pour permettre en fait un autre horizon pratique, hein, pas forcément sur le plan de l'imaginaire, mais déjà concret, quotidien, des lieux où on peut se croiser, se voir et faire autre chose, parce qu'on sait aussi que quand on regarde les activités qui procurent du bien-être aux gens, eh bien, je ne vais pas vous donner un grand scoop, mais la consommation, en fait, elle provoque des petits shoots de plaisir très ponctuels, mais qui redescendent très vite, et que, en revanche, tout ce qui est lien social, c'est évidemment ce qui va nourrir le plus les individus et leur permettre de se sentir bien à long terme. Donc ça, c'est une deuxième piste.
Et la dernière, et je serai très rapide, il y a aussi, je pense, même si on reste dans le champ des recommandations individuelles, alors je suis complètement d'accord avec vous sur le fait qu'il faut arrêter cette culpabilisation des individus qu'on a dans tous les domaines. Donc, alors là, on l'a vu avec la drogue. Donc, s'il y a de la mafia, c'est parce que les gens consomment. Si il y a des problèmes écologiques, c'est parce que les gens n'éteignent pas leur douche suffisamment tôt. Enfin, tout est dans l'individualisation des comportements. Donc ça, je pense qu'effectivement, il y a un vrai sujet. Mais il y a aussi un autre sujet, c'est que souvent, on pense qu'en disant aux gens « c'est bien pour l'environnement, donc faites-le », eh bien, les comportements vont changer. Et en réalité, ce qu'on constate dans nos études, c'est que souvent, le levier environnemental, ça n'est pas le premier levier au changement de l'action. Les premiers leviers, c'est par exemple la santé. Donc, au lieu de dire aux gens « mangez bio parce que c'est bon pour la planète », eh bien, il vaut mieux dire aux gens « mangez bio parce que c'est bon pour votre santé ». Et là, du coup, on a des changements de comportement. Par exemple, sur l'énergie, ce qui fonctionne, c'est les questions d'économie d'énergie financière, parce que ce qui compte dans les comportements en matière d'énergie, ce sont les économies sur la facture. Ça peut être aussi un désir de singularité, donc valoriser l'occasion en disant que vous allez acheter des habits qui vont être uniques et vous allez offrir des cadeaux à vos amis que personne d'autre n'aura. Donc, bref, ce n'est pas parce qu'on veut arriver à un objectif environnemental qu'il faut forcément passer par le levier de motivation environnementale. Et donc, suivant les types d'achats, il y a une importance aussi à varier finalement les motivations. Et après, les gens vont bien sûr nous dire qu'ils font aussi ça pour la planète. C'est-à-dire que, comme il y a cette conscience qui est quand même là quelque part, eh bien, ça va intervenir dans les choix, mais ça intervient très rarement en première intention, ou alors chez une petite partie de la population qui, elle, est vraiment très militante et qui essaye de mettre en cohérence ses modes de vie, avec bien sûr toujours aussi des incohérences, parce que on n'a finalement aucun être humain qui est parfaitement cohérent, sinon on arrive presque à une question totalitaire. Donc voilà, donc moi je vois ces trois directions de la régulation collective, des autres espaces avec des autres actions possibles au quotidien, et puis un discours qui porte pas forcément sur l'enjeu planétaire, mais qui mobilise d'autres types de leviers. Merci beaucoup. Alors Marie Gariazzo, vous avez, sur cette même question de ce qu'on peut faire, vous avez évoqué le bonus réparation sur le textile. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est et puis parler en effet des freins qu'il faut lever? Oui, donc le bonus réparation, c'est un bonus qui a été mis en place par l'État pour en fait prendre en charge une partie des réparations qui sont menées par les consommateurs auprès donc d'artisans labellisés. Mais je vais peut-être pas, c'est assez technique. Voilà, bon, aujourd'hui, donc c'est quelque chose qui a été mis en place il y a 2 ans et le bilan est relativement négatif, c'est-à-dire que c'est assez compliqué en fait, les gens ne sont pas informés, ne sont pas au courant, il y a quand même aussi des effets d'aubaine, bon voilà, donc c'est peut-être un sujet en soi, mais pour rebondir sur les freins et qui sont aussi autant donc de pistes pour s'émanciper de la consommation, c'est vrai qu'on se rejoint beaucoup sur les constats. Ce qui est sûr, c'est que là, il y a une attente de réglementation qui est très forte. Moi, j'ai un exemple qui est revenu dans une étude et qui montre assez simplement comment on peut changer quand même les comportements. C'est l'usage des sacs, l'abandon des sacs à usage unique dans les supermarchés. En fait, quand on interroge les gens, finalement, il y a des gens qui nous disent « Oh là là, le tote bag, jamais de la vie, moi, on ne me verra jamais avec ça. » Et puis, au bout de X mois d'application de cette contrainte, finalement, on se dit que c'est quand même un peu idiot, qu'on dépense de l'argent pour rien, que le plastique, oui, peut-être, il y a des problèmes de fertilité associés, donc on rejoint l'argument santé. Et bon an, mal an, cette réglementation, elle amène tout en douceur à l'adoption d'un nouveau réflexe et donc à un changement de comportement réel. Alors,
évidemment, pareil, on n'est pas sur une société totalitaire, mais ce qui est sûr, c'est que la question du partage des efforts, c'est un frein, en fait, à l'adoption de comportements, notamment écologiquement vertueux, parce qu'on se dit, mais à quoi ça sert, moi, à mon niveau individuel, mon petit geste, alors que tous les autres ne font rien ou pas assez. Plus, il y a vraiment cette impression d'être le dernier maillon d'une chaîne qui se dysfonctionne à tous les niveaux, enfin, on l'a déjà évoqué, mais quand on nous demande de réduire nos emballages alors que dans les rayons, c'est une surenchère de sous-emballages, que pour un paquet de pâtes, on a 10 possibilités possibles et qu'évidemment, l'emballage en carton est plus coûteux, le consommateur, au bout du compte, il se dit mais attendez, quoi, enfin, c'est pas à moi, déjà c'est compliqué, et en plus, l'offre fait que finalement, mon engagement écologique va devenir quasiment encore plus exigeant, quoi. C'est comme si on me bombardait de publicité et qu'on me disait surtout choisis la robe la moins belle et celle qui gratte, quoi. Et donc du coup c'est compliqué, et c'est d'autant plus compliqué notamment quand on est sur le domaine de l'alimentation, que le bio est promu comme étant meilleur à la fois écologiquement, et puis on sous-entend sur la santé, même si je crois que c'est pas forcément prouvé, mais que ça c'est ça pour le coup, quand on n'a pas les moyens d'accéder au bio, alors là ça crée carrément une violence un peu symbolique, le sentiment qu'on est relégué dans un... Voilà, qu'on est des citoyens qui ne pouvons pas accéder finalement à quelque chose qui sera bon pour notre santé et puis pour celle de nos enfants si on en a. Donc du coup, il y a une forme vraiment de lassitude que nous, on observe, et de ras-le-bol par rapport à cette absence de réflexion au niveau collectif, de non-partage des efforts, et notamment d'exemplarité, évidemment, de l'État par la réglementation, et puis des industriels ou des grandes entreprises et des marques par rapport à ce qu'elles mettent sur le marché. Ça, c'est donc un des premiers points, et du coup, c'est vrai que c'est vraiment cette idée voilà, qu'on aimerait nous aider, en fait, enfin, les gens aimeraient qu'on les aide, en fait, à ne pas être confrontés à tous ces choix. Il y a un autre élément qui, moi, me paraît important, qui est un frein et qui aussi pose d'autres questions, c'est celle du temps. Parfois, enfin, là, on a parlé du fer, on a parlé d'adopter des comportements écologiquement plus vertueux. On parle souvent de la question économique, c'est-à-dire souvent on se dit ça va coûter plus cher, mais il y a aussi l'idée que ça prend aussi plus de temps souvent. Réparer son jean, ça prend du temps. Ça demande des compétences que tout le monde n'a pas, et tout le monde n'a pas le temps pour faire ça. Donc peut-être aussi repenser en fait à la manière dont on gère le temps dans notre société, dont on forme les gens à différents types de compétences. Et puis moi, il y a un autre thème qui me porte à cœur, c'est que la manière dont on parle d'écologie en France me paraît très clivante entre les catégories sociales. Et je trouve que cette culpabilité qu'on évoquait tout à l'heure, elle porte beaucoup, en tout cas elle atteint beaucoup les catégories populaires qui n'ont pas toujours les moyens d'adopter des comportements vertueux, premièrement d'un point de vue économique, mais qui surtout adoptent souvent des comportements vertueux depuis toujours sans se dire écologique, enfin sans se dire écolo. Et ça, du coup, c'est vraiment quelque chose qui crée inutilement en fait des formes de clivage. Elles se sentent infantilisées, elles ont l'impression qu'on vient leur dire comment consommer, parce que là on parle de consommation, mais par exemple quand on leur dit de mettre le chauffage à tel degré dans leur chambre, alors qu'elles font ça depuis toujours. Enfin voilà, il y a un phénomène d'intrusion, d'infantilisation qui, ajouté à la culpabilisation, fait que tous ces discours-là sont de plus en plus inaudibles. Et du coup, peut-être qu'une façon, en tout cas, de s'émanciper de cette société de la consommation et de sortir un peu de ces modèles aussi, parce que c'est pareil, on retrouve la même chose sur Shein, où on est toujours un peu à la limite du mépris, quoi. Et donc ce mépris-là, en fait, il laisse des traces assez profonde, et il peut ancrer des mécanismes justement et de se dire finalement tant pis, voilà, craquons tout ce qu'on a, et donc du coup voilà, avoir peut-être une lecture plus plus clair aussi de où les choses se font en fait, parce que si on regarde les chiffres, finalement les moins écolos, c'est quand même les CSP+, qui ont les moyens d'acheter bio. Et donc du coup peut-être qu'il y a quelque chose aussi à repenser là-dessus pour changer justement le regard que tout le monde porte sur la consommation. Merci beaucoup.
Alors Pauline, au sein de Zero Waste France, vous avez des revendications sur la régulation. Donc quelles sont ces revendications ? Nous, on va demander en fait un encadrement des mises en marché, donc les commercialisations faites par les enseignes. Ça peut sembler drastique, et ça leur semble à elles drastique, à ces enseignes bien entendu. Mais pour nous, en fait, dans un monde où les ressources de la planète sont finies, on ne peut pas continuer à les exploiter de cette façon-là. Donc on demande à ce qu'il y ait justement une limitation de ces mises sur le marché. Enfin, à un moment, il faut bien que ça s'arrête, sinon ça ne tient plus. Donc on essaye d'amener ce sujet, parce qu'on sait très bien que ça passe pas comme ça, ce genre de régulation, mais d'amener le sujet dans les débats politiques notamment. Là, il y a eu, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a une proposition de loi sur la fast fashion qui a émergé il y a déjà presque 2 ans, qui va bientôt arriver à son terme. On l'espère, et qui devrait être adopté en janvier, si c'est bon cette fois. Et en fait, au début du débat à l'Assemblée nationale sur ce texte, sur cette proposition de loi, il y a vraiment un débat sur qu'est-ce que c'est la fast fashion, à partir de combien de mises en marché on considère que c'est de la fast fashion. Donc pour certains, c'était à partir de 20 000, pour certains, c'était 10 000. Nous, on a dit que c'était de 5 000 plutôt minimum pour nous, parce que forcément, quand on veut englober toute la fast fashion, et même française et européenne, parce qu'elle existe et elle est présente, il faut quand même abaisser le nombre de nouveaux modèles par an. Donc, dans les faits, on essaye de se dire, on pénalise, et c'est des propositions que nous, on essaie de transformer en propositions de loi, mais on pénalise les entreprises qui vont mettre plus de 5000 nouveaux modèles sur le marché par an. Pourquoi ? Pour faire changer les pratiques des entreprises, en fait, pour qu'elles arrêtent de mettre autant de nouveaux modèles sur le marché. C'est ça l'objectif. L'objectif, ce n'est pas de les pénaliser, c'est juste qu'elles changent leurs pratiques. Donc, ça c'est déjà demander un encadrement du nombre de mises en marché, ce serait déjà magnifique. Mais en France, ce qu'on a aussi, c'est un outil qui s'appelle la REP, les filières de responsabilité élargie des producteurs. C'est un peu technique et c'est pas très connu du grand public, mais dans les faits, chaque enseigne, quand elle commercialise une paire de chaussures, un vêtement, des écouteurs ou ce genre de choses, elle va payer une éco-contribution à un éco-organisme, et donc elle va payer pour la fin de vie de ses produits, en fait, pour la gestion de la collecte et la gestion de ses déchets. Dans les faits, c'est pas parfait comme système, puisque l'enseigne, elle va répercuter cette éco-contribution, le montant, sur le prix, et c'est le consommateur qui paye, dans les faits, mais au-delà de ça, ce système-là permet quand même de mettre en œuvre des bonus et des malus pour les enseignes qui ont des produits qui ont vraiment des impacts terribles, et des impacts environnementaux, des impacts en termes de gestion des déchets. Et donc ça aussi, ça fait partie des propositions qui sont dans la proposition de loi sur la fast fashion, c'est-à-dire de mettre des malus, en fait, financiers, avec d'un montant assez élevé, et c'est là où il y a un gros débat aujourd'hui politique, notamment avec la Commission européenne, mais de mettre par exemple un malus qui peut aller jusqu'à 5 € sur chaque produit, sur un produit donc qui peut être 10 € finalement, ça multiplie considérablement le prix du produit. Donc mettre des malus pour que les enseignes changent leur pratique, puisqu'en fait au lieu de se faire sur 10 €, au lieu de se faire 9,80 € de marge, elles perdent déjà 5 €. Donc pour nous, il y a vraiment un enjeu à ce que ces filières REP, elles permettent de mettre ce genre de malus, parce qu'aujourd'hui, ils sont quand même très peu utilisés, ils ne représentent que quelques centimes, mais d'avoir des choses beaucoup plus conséquentes pour faire évoluer les pratiques des enseignes. Donc ça, c'est des choses que nous, on demande dans la législation française, européenne aussi, parce qu'en fait, aujourd'hui, ce sont des législations qui sont au niveau européen. On a parlé tout à l'heure de l'encadrement de la publicité. Ça, aujourd'hui, ça fait aussi partie des propositions qui sont dans la proposition de la fast fashion, d'interdire tout bonnement la publicité pour les enseignes de fast fashion, pour les influenceurs aussi qui mettent en avant la fast fashion. Ça, c'est dans le texte, mais la Commission européenne estime que c'est plutôt à elle de réfléchir sur ce sujet. C'est un autre débat, mais dans les faits, on pourrait décider à l'échelle de l'Union européenne de se dire qu'on interdit toute publicité pour des produits justement qui sont néfastes pour l'environnement ou qui incitent à la surconsommation. Nous, ce genre de demande, on va le porter à travers nos réseaux européens et on va essayer de faire du plaidoyer, c'est la même chose que le lobbying dans les faits, mais pour l'intérêt général, et donc de porter face au lobby des marques, face au lobby des enseignes qui, eux, sont plutôt vent debout contre ce genre d'initiative et qui réussissent quand même à peser bien plus que nous parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens, mais en tout cas à faire avancer dans le débat public ce genre de proposition, ce genre d'interdiction. Donc on attend beaucoup de choses de la proposition de la fast fashion notamment, mais il y a vraiment un encadrement législatif, réglementaire, qui peut
se mettre en place et c'est pas hors de portée. En fait, c'est ça qu'il faut qu'on réalise, c'est qu'on peut, en tant que citoyen, il n'y a pas seulement le boycott, il n'y a pas seulement ça qui est à notre portée, il y a aussi le fait d'influer sur les lois. Et donc ça, les associations sont aussi là pour le faire, pour justement essayer d'encadrer et d'entrer dans un rapport de force face à ces enseignes qui se croient quand même un peu tout permis. Merci beaucoup. Alors Benoît, je vais vous poser la même question. Vous disiez tout à l'heure qu'il faut agir collectivement. Comment est-ce qu'on peut agir collectivement? Et peut-être aussi, est-ce que vous pouvez répondre à une des questions que posait Marie, qui est comment faire pour que ce ne soit pas dans la culpabilisation des classes populaires? Mais en fait, je crois que ce qui me fascine, c'est que, donc merci Néry, merci Alternative économique, parce qu'au bout de 50 minutes, je crois qu'on arrive à la fois à un consensus et à des recommandations. Je m'explique. On est d'accord sur le fait que, d'abord, la consommation, ce n'est pas un problème moral, ça devrait être un problème politique. Déjà, on est d'accord là-dessus. Deuxième chose, on est d'accord sur le fait qu'il y a 3 types d'acteurs qui peuvent influer. Le consommateur, à hauteur, on va dire, de 15% de l'effort au maximum, ça a été mesuré. L'État et la réglementation, et ça c'est fondamental. Moi, je souscris à tout ce qui a été dit. Par exemple, je me pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas interdire dans certains secteurs l'utilisation du mot gratuit dans les call to action? Ça, c'est ce genre de choses auxquelles il faut réfléchir. Et puis, il y a aussi un autre acteur dont on n'a absolument pas parlé, c'est évidemment les entreprises. Les entreprises aussi, elles ont leur rôle à jouer par l'innovation, par des nouveaux business modèles. Et moi, je crois, par exemple, beaucoup à l'économie de la fonctionnalité, qui a été expérimentée par un certain nombre d'entreprises. Donc, on essaie de travailler un petit peu sur ce modèle. La troisième chose qui ressort pour moi, c'est qu'on ne peut pas penser la consommation indépendamment du rapport au temps et du rapport au travail. Et ça, c'est absolument fondamental. C'est-à-dire que, et ça a été démontré déjà il y a plusieurs années par une économiste américaine qui s'appelle Juliette Schor, qui a travaillé d'abord sur le surtravail aux États-Unis, The Overworked America, et après sur la surconsommation, The Overspent America. Et en fait, elle a montré que dans une société qui consomme trop, généralement, on a une société qui travaille trop. C'est-à-dire que le fait de trop travailler, ça veut dire qu'on va trop consommer. Bon. Alors, une fois qu'on a dit ces choses-là, il faut se mettre d'accord sur le problème à résoudre. Alors moi, je vais vous donner ma façon de voir le problème à résoudre, on ne va peut-être pas partager, c'est qu'on a 3 contraintes à prendre en compte. Il y en a une qui fait consensus, c'est de moins capter de ressources et d'énergie. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. Donc, on prend soin, on va dire, de l'environnement et de la planète. La deuxième contrainte, c'est plus d'équité, c'est-à-dire mieux répartir les ressources et surtout la valeur ajoutée. C'est-à-dire que la valeur ajoutée économique, il va falloir mieux la répartir, donc l'équité fiscale, économique, etc. Et donc ça veut dire que, notamment, c'est les questions d'affichage, de répartition de la valeur sur un produit, est-ce que c'est possible ou pas? Et puis, il y a une troisième variable, alors je pense que tout le monde ne sera pas d'accord, mais je vais le dire quand même, parce que ça ne fait pas plaisir à entendre, c'est qu'il faut quand même créer de la valeur économique, parce qu'il faut créer de l'emploi. Parce que l'emploi, c'est aussi une fierté, c'est qu'on travaille, on a un rôle dans la société. Et donc, ça veut dire une chose très claire pour moi, c'est qu'il va falloir accepter d'augmenter progressivement le prix des choses, dans une société qui dégrade en permanence la valeur des choses. Et pour moi, dégrader la valeur des marchandises, c'est dégrader la valeur de l'humain, parce qu'on voit très bien que quand on achète une paire de baskets à 15 €, c'est qu'en amont, il y a en gros des esclaves, pour faire simple. Je simplifie à outrance, mais c'est ça en gros que ça veut dire. Bon. Et évidemment, on accepte ce système, on le connaît, parce que tout est caché. C'est la question du visible et de l'invisible. Bon. Alors maintenant, peut-être, je vais repartir sur 2-3 choses invisibles, et après, je vais donner mes recommandations. Enfin, mes recommandations. Quelques pistes, mais qui ne vont pas s'éloigner de ce qui a été dit. Il y a quand même des invariants qu'il faut garder en tête. Sandra a dit très justement tout à l'heure que l'être humain est fondamentalement égoïste. Oui, on le sait. C'est déjà dans La richesse des nations d'Adam Smith. Alors, je ne dis pas ça du tout. Non, mais je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, ce que je veux dire, non, c'est pas ça. Excusez-moi, je retranscris. En fait, elle n'a pas dit ça, c'est vrai, mais elle a parlé
d'une approche qu'on appelle l'hédonisme alternatif. Donc ça a été théorisé par une philosophe américaine qui s'appelle Kate Soper, qui a montré que si on veut vraiment faire changer les gens de pratique, il faut leur montrer à quoi ça peut leur servir à eux et pas à la société. C'est ça l'idée de l'hédonisme alternatif, c'est de dire qu'on est mu par notre intérêt personnel et que donc, si on ne montre pas aux gens que changer les pratiques, c'est dans leur intérêt à eux, c'est exactement... Excuse-moi, j'espère avoir réparé ma bévue. Donc ça, c'est fondamental. Il faut le prendre en compte, le self-interest, même si, comme vous le savez, les Grecs avaient déjà montré que l'être humain est mu par l'acratie. L'acratia, en grec, c'est le fait qu'on prend souvent des décisions qui vont à l'encontre de notre propre intérêt. Par exemple, je sais qu'il faut arrêter de fumer, qu'il ne faut pas trop boire, etc. Et ça ne m'empêche pas de le faire. Donc ça, ce problème d'acratie, on ne sait pas le régler. Jamais personne n'a trouvé la solution. Parce que déjà, les philosophes grecs, s'ils sont coltinés, ils n'ont pas trouvé. Je crains qu'on n'y arrive pas non plus. Bon. Et ça embraye sur une autre question qui est la différence entre des attitudes et des comportements. Parce qu'en fait, tout le système marketing a été construit autour, en gros, de la publicité, des imaginaires, etc., des narrations, donc des marques. Et en fait, les marques, ça sert à construire des imaginaires, donc un système d'attitude. L'attitude, c'est en gros comment je pense, ce que je ressens, le think et le feel. Donc il y a une dimension cognitive, il y a une dimension émotionnelle. Et en fait, tout le modèle s'appuie sur l'hypothèse qu'un système d'attitude va influer un système de comportement. Ben non, ça ne marche pas. La plupart des temps, ça ne marche pas. C'est-à-dire que je sais qu'il ne faudrait pas que je fasse ça, parce que, etc., ce n'est pas bon pour la planète ou pour moi, et ben je vais le faire quand même. Et donc, il n'y a pas de morale là-dedans. C'est juste une loi du fonctionnement humain. Et donc, ça veut dire qu'en fait, ce qui compte, ce n'est pas de travailler tellement les attitudes, c'est de travailler les comportements. C'est pour ça que pour moi, il y a un champ qui est vraiment très, très intéressant, c'est la sociologie des pratiques, qui est très développée dans le monde anglo-saxon, surtout en Angleterre. C'est donc l'idée de regarder les pratiques et de voir comment les gens répètent des gestes parce qu'ils sont prisonniers de structures temporelles et de structures de travail. Et c'est vrai que quand on a un revenu modeste, qu'on travaille loin, qu'on gagne, etc., on n'a pas le temps d'aller faire ses courses bien, on n'a pas les moyens d'acheter des bons produits et surtout on n'a pas forcément la capacité d'apprendre à cuisiner. Donc tout ça c'est lié en fait. Tous ces éléments sont liés. Et puis il y a une dernière chose, c'est que, on parle du gâchis, on dit ouais c'est pas bien de gâcher, mais sauf que pour moi, un des livres les plus importants que j'ai lu dans ma vie, il est chez Gibert, c'est un livre, je pense que plus personne ne lit aujourd'hui, d'un auteur qui s'appelait Georges Bataille. Donc ça s'appelle La part maudite. C'est un livre qui tourne 1962. C'est ce que j'appelle les livres inlisibles. C'est pas illisible, c'est tout à fait lisible, mais c'est les livres qu'on n'a pas envie de lire parce que ça fait mal. C'est-à-dire, je vous préviens, il faut être armé avant de lire ça parce que ça dit des choses, je pense, assez violentes. Bon. Et notamment, l'idée de la part maudite, c'est que pour Bataille, on a une économie restreinte qui est fondée sur l'efficacité, l'épargne, l'investissement, etc. Donc en gros, ce qu'on apprend dans les business schools. Et en fait, ce que montre Bataille, c'est que dans toutes les sociétés, on a des dépenses improductives, c'est-à-dire les mariages, les anniversaires, etc., et qu'on va gâcher des ressources. Et donc, en fait, pour Bataille, le fonctionnement social s'appuie sur un gâchis minimum de ressources. Donc on ne pourra pas éviter le gâchis. Ça, ce n'est pas possible pour des raisons anthropologiques. Parce que moi, je pense que Bataille a vu juste. Bon. Donc c'est simplement pour dire que il faut comprendre qu'il y a des lois quand même, je pense, qui structurent les comportements individuels et les comportements collectifs. Bon. Alors une fois qu'on a dit ça, moi je reviens à Juliette Shore, parce qu'elle a essayé justement de théoriser ce qu'elle appelle la plénitude. Et la plénitude, en fait, c'est quelle représentation de l'abondance nous avons dans la société. Notre société est une société d'abondance, The Affluent Society, c'était le livre de Galbraith en 1975, dans lequel il montre que c'est une société qui doit fabriquer des besoins en permanence pour soutenir le système productif, et donc qui va créer en permanence de l'insatisfaction, parce qu'il faut que je prépare la sortie du prochain produit. Ça, c'est le mécanisme, c'est le moteur. Bon.
Donc, on est dans une abondance de biens, mais sachant que d'autres sociétés sont dans des abondances de temps. Donc, c'est là qu'on rejoint le lien entre la consommation et le temps. Et donc, la question est de savoir qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier collectivement. Donc, quelles sont les ressources qui sont importantes pour nous? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est l'effort? Etc. Et donc, quel type d'abondance on veut? Alors bon, il y a plein de travaux chez les anthropologues, on va dire dans le courant anarchiste, pour montrer que chez les chasseurs-cueilleurs, évidemment, ils ne passaient qu'un tiers de leur temps à chercher de la nourriture, donc ils avaient beaucoup de loisirs. Donc encore une fois, consommation, loisirs. Partant de ce principe, il faut donc repenser notre imaginaire de l'abondance, que cette abondance ne soit pas une accumulation de possessions, ça c'est le premier point. Et ce qui veut dire pour Juliette Schor que ça veut dire plusieurs choses. D'abord, il faut travailler moins, d'où la question, par exemple, de la semaine de 4 jours. Deuxièmement, on l'a dit tout à l'heure, ça a été partagé, développer l'autoproduction, c'est-à-dire être capable de faire les choses soi-même, parce que ça donne de la fierté, et puis ça coûte moins cher aussi de faire les choses soi-même, donc il y a une dimension économique. Et puis, plus de temps partagé. On a dit tout à l'heure, c'est-à-dire des échanges. Alors, c'est la différence entre le shopping mall et le lieu culturel. Bon. Donc, c'est ce que Castori a dit, ça s'appelait l'agora. C'est-à-dire qu'il faut recréer des agoras. C'est exactement ce qu'on fait cet après-midi. C'est-à-dire que là, on est dans une agora, on discute ensemble pour essayer de trouver des solutions, de bricoler des solutions. Donc, c'est exactement ce qu'on fait. Et puis, il y a une dernière chose que défend Juliette Schor, c'est du matérialisme, au sens, pas l'accumulation de la matière, mais au sens d'une relation sensorielle avec les objets, les produits. Donc c'est ce que disait Marie tout à l'heure, c'est prendre soin des choses. Parce que, effectivement, la rotation fait qu'on n'est pas impliqué dans un téléphone ou dans une écharpe si on va la mettre 3 fois. Mais si on fait les choses soi-même, si on garde les choses plus longtemps, on va s'attacher aux choses. Et donc, on est dans le soin, et pas la théorie du care, la théorie du soin, c'est-à-dire je vais réparer naturellement, pas simplement parce qu'il y a une incitation. Voilà, donc en fait, tous ces éléments sont liés, et c'est ça, en fait, qui fait partie du système qu'il faut qu'on fasse pivoter ensemble. Mais ça mobilise beaucoup d'acteurs, c'est pour ça que c'est complexe. Donc, il faut une volonté politique, il faut du courage, et il faut accepter des sacrifices. Et le sacrifice, c'est qu'il va falloir acheter moins, donc des biens qui vont coûter plus cher, nécessairement. Et donc la seule solution pour avoir une société équitable, c'est de partager ces biens. Donc il faut, pour moi, la vraie question, c'est d'abord un État-providence qui permette de protéger les plus faibles, ça c'est fondamental. Et deuxièmement, c'est de développer des biens communs et d'arrêter de se focaliser sur la propriété individuelle. Parce qu'en fait, on ne fait que ça. Même dans notre discours, on dit qu'il ne faut surtout pas privilégier la décision individuelle, mais on ne parle que de possession privative. Or, ce qui compte, c'est la possession partagée. C'est le fait que, par exemple, on ait rénové une magnifique église pour en faire un théâtre. Là, on est dans un bien commun et on en jouit. C'est ça qu'il faut essayer de faire. Et donc, tout ça, ça amène notamment à l'économie de l'usage, à l'économie de la fonctionnalité. Et ça veut dire qu'il faut revisiter notre vision de la possession et donc de l'abondance. Peut-être dire ce que c'est que l'économie de la fonctionnalité. Oui, l'économie de la fonctionnalité, merci Sandra, c'est en fait, vous allez substituer le fait d'acheter au fait d'utiliser. Donc par exemple, vous allez prendre, je ne sais pas comment ça s'appelle à Dijon, l'équivalent du Vélib à Paris. Donc vous avez un abonnement et donc vous avez un prix mensuel ou annuel et vous allez pouvoir utiliser un bien mais qui n'est pas à vous, en fait qui appartient à tout le monde. Donc ce qui pose la question de est-ce que je vais prendre soin de ce bien? Ça c'est une question essentielle. Mais bon, tout ça, il y a des approches pour inciter les gens à prendre soin d'un bien partagé, shared possessions, comme disent les Américains. Donc l'usage, ça veut dire qu'on va partager des biens, donc plus avec des abonnements, et que donc ça nous coûte moins cher, ça pollue beaucoup moins, parce qu'on produit moins, et surtout, ça oblige les entreprises à mettre sur le marché des produits de bonne qualité, parce que sinon, ça leur apporte rien. Donc ça veut dire que derrière ça, y a une philosophie de ce qu'on appelle le qualitarisme, comme le dit Pascal Chabot, le philosophe, c'est qu'il faut qu'on arrive ensemble à construire quelque chose qui est de l'ordre de la qualité contre la merdification de l'existence, c'est-à-dire des produits de mauvaise qualité, du baratin,
des fausses offres promotionnelles. Bon, c'est pas innocent. Hier, c'était le Black Friday. Combien se font arnaquer par des faux prix barrés en se disant, finalement, ce qui compte, c'est le montant de la réduction. Je ne regarde pas quel est le prix de départ. Et donc, c'est pour ça qu'il y a tout un travail d'éducation à faire dès l'école primaire. Moi, je défends l'idée qu'il faut que la consommation descende dans l'école. C'est pour ça que j'ai fait le bouquin « Je consomme, donc je suis ». Bon, ce n'est pas très facile à faire avec l'éducation nationale, mais je pense qu'apprendre aux enfants à décortiquer un packaging, comprendre comment est construit un rayon, comment on construit un prix, comment on fabrique une publicité, qu'est-ce que c'est qu'un packaging, c'est un acte citoyen. Donc il faut faire en sorte qu'on apporte de la citoyenneté dans le monde de la consommation. Attention, ça ne veut pas dire que le citoyen est un consommateur, mais ça veut dire que dans la citoyenneté, il faut être capable de comprendre comment fonctionne le système de consommation. Or, en gros, la consommation, c'est sale, parce que c'est matériel, parce que ça pourrait être éventuellement du plaisir, donc on n'en parle pas. Encore une fois, c'est un impensé. Il y a un déni autour de ça. Il faut lever ce déni et se dire finalement, si on est dans une société qui est structurée autour de la consommation, donc c'est quelque chose d'essentiel, et il faut que ça passe par des pratiques éducatives. C'est l'éducation, pour moi, qui est la clé là-dedans, plus éventuellement la réglementation. Pas éventuellement, plus évidemment la réglementation. Il faut les deux. C'est ça qui est fondamental. Il faut mettre des interdits. C'est fondamental. Parce que ce n'est qu'avec des contraintes que les gens changent de pratique. Ça a été démontré. Si par exemple, il y a une fameuse étude au Japon qui a été faite sur par exemple un bout d'autoroute qui a été bloqué pendant 6 mois, qui a obligé certaines personnes à prendre les transports en commun pour aller travailler. Et on s'est aperçu qu'une fois que la contrainte était levée, la plupart de ces gens qui avaient pris les transports en commun ont continué à prendre les transports en commun. Donc ça veut dire qu'une contrainte suffisamment durable permet de changer des pratiques. Mais il faut passer par la contrainte. C'est nécessaire. Avec une offre de substitution. Avec évidemment une offre de substitution, évidemment, parce que c'est comme l'avion, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire aux gens t'arrêtes de prendre l'avion, parce qu'il y en a qui doivent, pour des raisons familiales ou professionnelles. Mais sauf que si on veut faire réorienter les pratiques de tourisme, touristique, il faut une offre de substitution. Sur le Paris-New York, il n'y a pas. On est obligé de prendre merci beaucoup. Vous allez reprendre la parole, mais j'aimerais qu'on garde le temps pour les questions. Donc vous reprendrez la parole pour répondre aux questions. On a un sujet qui concerne tout le monde. On a commencé à esquisser un vrai projet de société. Est-ce que vous avez des questions? Alors, monsieur, on va prendre plusieurs questions à la fois parce que je vois qu'il y en a beaucoup. Donc, alors, attendez, on va vous donner un micro. Merci beaucoup. Juste une ou deux remarques sur la consommation. J'aimerais savoir ce que vous pensez de l'idée selon laquelle la consommation a une fonction de socialisation. C'est-à-dire que, dans le fond, on consomme pour être conforme aux autres. Et vous avez parlé de liberté, et on dit généralement que lorsque on donne la liberté aux gens, ils choisissent de s'imiter eux-mêmes. Donc, j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette idée qui est très forte, c'est-à-dire que, contrairement à ce que l'on pense, nous ne sommes pas du tout dans une société individualiste, mais dans une société de conformisme, où chacun imite les autres. Et puis, une autre remarque liée aussi à la fonction de la consommation, qui est qu'aujourd'hui, on ne parle pas des marques et des caractéristiques des produits, mais de l'expérience que vous procure la consommation. Et j'aimerais vous entendre là-dessus, parce que est-ce que cette expérience n'est pas un substitut à un vide existentiel, à un manque de sens qu'éprouvent les individus, et la consommation est une forme de compensation à ce vide existentiel, en vous procurant des expériences, mais qui sont bien sûr tout à fait artificielles et superficielles. Voilà. Là, vous me regardez, c'est pour moi, c'est ça, non? Ouais. Alors, on va d'abord en face de moi. prendre 3 questions. Non, parce qu'il y en a déjà 2 là quand même. Donc, on va prendre 3 questions, mais on prendra d'autres questions après. Donc allez-y, monsieur. Et puis alors, c'était sur les imaginaires, comment faire bouger l'imaginaire. Alors, c'est à la fois difficile et ça, c'est quand même quelque chose à inventer. Et donc, comment y passer tout de suite, quoi, ou comment démarrer. Et il y a notamment Madame Lucille Schmitt qui était là, effectivement,
avec la fabrique écologique qui fait un roman, donc, quoi, ou tout au moins qui promeut un prix sur le roman, et donc comment changer les imaginaires. Bon, peut-être qu'on s'arrête là pour un moment. Là, non, on va prendre la question de la dame, et puis vous allez répondre. Madame. Et puis après, on prendra d'autres questions, parce que je vois qu'il y en a beaucoup. C'était super. On prendra votre question, monsieur. Alors moi, ce que j'aimerais bien comprendre, enfin, comment on pourrait faire pour, on nous dit manger bio. Oui, mais quand on n'a pas les moyens d'acheter bio. Et alors, de quelle façon on va pouvoir, quand une personne d'un certain âge a toujours mangé industriel, comment elle va pouvoir prendre, comment je vais dire, carte vitale alimentaire manger, et Ginette Mathieu. voilà, Je sais changer cuisiner. son attitude. Alors, Okay. bon, parce que c'est bien manger bio, mais il faut avoir les moyens. Et puis, je veux dire, quand on a un âge avancé, comment on peut changer l'habitude? On ne peut pas changer une habitude qu'on a depuis plus de 60 ans. Hein. Voilà. Et il y avait aussi ce moyen, j'entends parler du mot un État-providence, j'y crois pas trop, mais Moi si. il faudra bien qu'un jour, oui, on pense à ça. Mais enfin, je me présente un petit peu. Je suis issue de la grande pauvreté. Et comment, je veux dire, cette grande pauvreté, elle peut se disparaître si vraiment la société avance comme elle avance. Moi, j'y crois pas trop à cette Moi si, et je vais destruction vous de expliquer misère. pourquoi. Moi j'y crois, parce que j'enseigne dans une école qui s'appelle l'ESCP Business School, et c'est là qu'a été fondé les Restos du Cœur. Et parce que c'est un collègue maintenant qui s'appelle Alexandre Lederman, qui est un étudiant, qui avait 24 ans à l'époque, et qui a travaillé avec Coluche sur ce projet, et le directeur de l'école a accepté qu'on stocke toutes les denrées, parce qu'il fallait un lieu de stockage. Donc les Restos du Cœur, ça a commencé à l'ESCP. Alors je ne dis pas que ça a éradiqué la pauvreté et la famine, mais quand vous avez des gens qui ont un projet, qui sont motivés et qu'il y a un choix politique, on peut éradiquer la pauvreté. Après, il faut que ça soit un choix de société. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on nous fait croire que le problème, c'est la dette, etc. Ce qui n'est pas du tout la question. La question, c'est la question de l'équité. Bon, alors attendez, on va peut-être reprendre dans l'ordre. Alors, finalement, on va quand même prendre la dernière question, et, parce que monsieur insiste beaucoup, et puis j'ai peur qu'on ait seulement le temps de répondre à ces 4 questions, comme ça chacun de vous pourra répondre. Voilà, bonjour, je suis issu d'un monde qui n'est pas le pourtour de Dijon, mais je suis venu exprès et j'ai assisté à plein de débats, donc j'ai pris mon train, j'ai essayé de consommer autrement pour dormir aussi, en dormant dans un des organismes du tourisme associatif et solidaire. Pour me loger, j'en fais partie moi-même en travaillant, puisque je travaille dans le tourisme social. Et je suis membre du CSE, de mon association de tourisme social, donc je suis élu du CSE. Et je suis également un homme civil, donc je suis pas adhérent à une association parce que c'est pas une association, mais c'est des gens qui se sont réunis, alors qui forment des individuels en collectif, on va dire ça comme ça, et qui sont adeptes sur leur téléphone d'un petit logiciel qui s'appelle Cesium. Et sur le logiciel Cesium, on échange de la monnaie qui n'est inféodée à rien et qui s'appelle la June, qui est rassemblée sous le symbole G1, avec un monsieur qui fait partie de l'audiovisuel et qui s'appelle Chris Naon, qui est un réalisateur pour France Télévisions de certains documentaires, et qui nous a aidés à travers son média solidaire à faire la pub de cette monnaie libre qui s'appelle la June, G1. Et je pense que là, on tient, à un moment donné, le vrai problème de tous les problèmes qui ont été soulevés depuis 2 jours. Le problème pour nous, les junistes, c'est l'argent. L'argent tel qu'on le conçoit, qui sert à faire du profit et qui sert la base de toute revendication. Qu'est-ce qu'on veut? De l'argent. Qu'est-ce qu'on vous donne pour vous faire taire? De l'argent. Qu'est-ce qu'on cherche à collectionner pour en faire des profits? De l'argent. C'est tout ce qui va augurer des mauvaises pratiques. Et je pense que
tout ce qui a été dit aujourd'hui et hier est très intéressant, mais on le voit toujours sous le prisme de l'argent et du tunnel du monde de l'argent dans lequel on est tous enfermés. Est-ce que vous et dans pouvez lequel poser ça une va question, très vite. s'il vous plaît ? La question, c'est peut-être que le moyen de s'en sortir et de se sortir de tous nos problèmes, c'est justement de quitter ce monde de l'argent. Et la monnaie libre est peut-être une des solutions pour éradiquer la pauvreté et pour retrouver la vraie valeur du travail, puisque le travail, c'est la réalisation de quelque chose. Et ce n'est pas forcément exercer une œuvre contre de l'argent. Alors, il nous reste 10 minutes, donc il faut que vous répondiez chacun en 2 minutes. Moi, Voilà. je veux bien sur les premières questions, la socialisation. Ça me fait penser à un livre que j'avais lu quand je faisais ma thèse. Je crois que l'autrice s'appelle Julie Delalande. Elle a fait une thèse, c'est un livre qui s'appelle La cour de récréation, c'est aux presses universitaires de Rennes, dans lequel elle décrit justement les mécanismes de socialisation des enfants dans la cour de récré, en parlant des marques, etc. Donc effectivement, oui, la consommation, ça renvoie à une pratique de socialisation, parce que en fait, on consomme toujours par rapport aux autres, pour les autres, ou en compensation des autres. Il y a toujours quelque chose avec les autres. Et donc, ça veut dire que c'est une question intéressante concernant la consommation. Est-ce que c'est notre relation aux objets ou est-ce que c'est notre relation aux autres personnes? En fait, c'est les deux. Et c'est ça qui est très intéressant. Et quand on est dans un modèle, par exemple, de rivalité, comme le luxe ostentatoire, ça veut dire qu'on est bien dans le rapport aux autres. Et moi, je pense que ce qui est important, c'est de garder cette question du lien et de la médiation sociale à travers les objets, ça c'est fondamental, mais de réinvestir la substance et la matérialité des objets, qu'on a tendance à oublier. Donc c'est la question de la qualité, de la sensorialité, du soin, etc. etc. Après, une anthropologue anglaise qui s'appelait Mary Douglas, qui avait fait un livre avec un économiste, Baron Isherwood, alors qu'on a fait traduire en français à l'IFM, ça s'appelle « Le monde des biens », The World of Goods, en fait, dans lequel ils expliquent tous les deux que les choix de consommation sont jamais des choix individuels, on achète par rapport au style de vie de son groupe de référence. Et donc ça, c'est très important parce que la consommation, encore une fois, c'est un ensemble de choix collectifs. Donc il y a une stylisation derrière ça qui est pas forcément dans la verticalité ou l'ostentation, mais qui est que, en fait, on vit dans des groupes de référence qui ont des paradigmes de consommation, ou des syntagmes de consommation plutôt, et en fait, on va adhérer à ces syntagmes. Alors après, on essaie de quitter ou pas son groupe, hein, ça c'est plutôt du Bourdieu, mais l'idée c'est que donc les choix sont bien traversés par la question de la socialisation. Et donc c'est pour ça que ne pas pouvoir acheter des biens que la société valorise, ça crée de la frustration. Ça crée de la frustration et ça crée de la souffrance. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, ce qui m'avait frappé dans les émeutes en France, c'est qu'on commençait à casser des boutiques de luxe, c'est-à-dire à attaquer, finalement, ces biens qui sont des biens symboliques. Et donc, pour moi, il y a un invariant qui est fondamental dans la consommation, c'est que le prestige. C'est-à-dire qu'on a souvent dit, voilà, les classes sociales supérieures veulent montrer aux autres qu'elles en ont plus, etc. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Veblen, ok ? Certainement, mais il ne faut pas oublier que l'être humain ne peut se satisfaire de la nécessité, c'est-à-dire de la condition animale et biologique. C'est pour ça que la société de consommation, elle n'est pas structurée autour de la question des besoins et de la nécessité, on n'en parle jamais. La notion de besoin a été remplacée par celle de désir, par celle d'envie, etc. Ça a été démontré. Si on analyse les discours sur la consommation, depuis 60 ans, on a totalement changé de sémantique. Et donc, ça veut dire que chacun a besoin de montrer qu'il n'est pas réduit à la nécessité. Et c'est ça qui explique pour moi, et pour d'autres personnes, comme Vincent Chabot, par exemple, le sociologue, pourquoi les gens privilégient des marques comme Action ou comme Normal. Je ne sais pas s'il y a un Normal ici, c'est les produits de beauté, etc., discount, cool, comme on dit. Parce que l'idée de pouvoir s'acheter des choses futiles, ça me dit à moi et aux autres que je peux m'extraire de la nécessité. Donc ça pour moi, c'est fondamental. Mais il y avait un très beau livre de Bertrand Leclerc qui s'appelle « L'industrie de la consolation », sur la consommation. Oui, la consommation, dans certains cas, est une consolation parce que ça peut éventuellement remplir un vide, etc.
Bon, mais il y a beaucoup de sions autour de la consommation. Accélération, frustration, consolation. Enfin, on peut en créer 10 comme ça. Oui, ça crée des phénomènes à forte intensification, si je puis dire. Bon. Et donc, c'est pour ça qu'il faut absolument ralentir. D'accord. Voilà. Merci. Alors, Marie, est-ce que vous voulez répondre à une des questions sur la socialisation, l'imaginaire, ou l'accessibilité du... Oui, alors peut-être juste 2 petites remarques. Je suis complètement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, mais peut-être que justement la transition écologique, ça aurait été l'occasion de transformer le modèle aspirationnel en matière de communication, en matière de consommation. C'est-à-dire, moi j'ai l'impression quand même qu'après le Covid, il y a eu un espèce de boulevard qui n'a été pris par personne et qu'on aurait pu aussi, voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a quand même des modèles de réussite qui auraient pu évoluer, qui ont un peu évolué, mais pas tant que ça. Et on aurait peut-être pu profiter aussi de ces moments-là, et peut-être du moment actuel où il y a un peu le sentiment d'une érosion du désir de consommation, pour justement créer, alors sans parler forcément d'imaginaire, qui sont... qui englobe beaucoup plus de dimensions, mais créer des modèles en fait différents. Et donc, on parlait d'autoproduction, on parlait c'est des choses où finalement on pourrait se rejoindre avec des niveaux sociaux quasiment équivalents et pas être tout le temps dans cette espèce de quête permanente de coller au modèle en fait de ceux qui ont l'argent en fait, qui sont les riches, comme on dit. Et puis, deuxième remarque, peut-être, c'était sur le côté serviciel. Pareil, le côté serviciel, il y a 2 faces. Ça peut être en effet, entre guillemets, une forme d'arnaque, mais ça peut être un artifice, mais ça peut être aussi le moyen de quitter la consommation de biens matériels. C'est-à-dire qu'on le voit, nous, dans nos études, que le partage, à budget, le budget va être davantage réparti sur des biens de consommation immatériels, c'est-à-dire, en effet, l'expérience. Mais l'expérience, c'est un repas au restaurant, un week-end quelque part, et ça, finalement, c'est quand même aussi quelque chose qui peut recréer du lien et qui peut faire que, on rééquilibre aussi par rapport à cette accumulation de biens matériels. Donc, c'est un vocable qui, en effet, à mon avis, véhicule à la fois des images négatives, mais aussi potentiellement des leviers intéressants à investiguer. Voilà. Merci. Sandra? Oui, alors moi je vais intervenir sur les imaginaires en présence d'un spécialiste de l'imaginaire. Mais peut-être juste quelque chose, c'est qu'aujourd'hui l'imaginaire principal autour de l'environnement, c'est un imaginaire de tragédie, de fin du monde, dystopique. Et donc, pour moi, il y a un vrai enjeu à avoir des imaginaires positifs autour des questions de changement de mode de vie, donc être en meilleure santé, respirer un meilleur air, avoir plus de temps pour soi, etc. Parce qu'en fait, quand on regarde ce qui fait bouger les gens dans leur comportement, il y a une partie de la population qui peut être sensible à la fin du monde et le fait que l'urgence est là, mais il y a une partie de la population que ça bloque complètement. Parce qu'en fait, ils se disent, si c'est la fin du monde, quitte à... De toute façon, on y va, donc la marche est trop haute, donc en fait, je m'arrête. Et aujourd'hui, beaucoup des discours écologiques qui sont présents, qui sont parfois qualifiés de punitifs, sont autour de l'urgence par rapport au fait que la planète va se dégrader et que donc on va en avoir les conséquences avec de la migration et de la pauvreté, avec des catastrophes, ce qui est vrai, hein, je ne dis pas du tout le contraire, mais juste que ça ne met pas forcément en mouvement en fait. Donc pour moi, l'imaginaire, c'est un élément très important. Et je pense, et vous l'avez un peu aussi évoqué dans ce que vous disiez tout à l'heure, et nous on l'a vu dans une étude qu'on a publiée il n'y a pas longtemps. En fait, dans ce qui fait bouger les champs, il y a effectivement ce que disait Benoît, ce que font les gens autour de moi, les normes sociales. Alors, je dis, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que comment on fait bouger les normes sociales, etc. Mais il y a probablement, par exemple, des éléments à faire bouger dans tout ce qui est rôle modèle, donc tout ce qui est dans l'univers de la fiction, à la télévision, avec les influenceurs, avec le cinéma, où, je vais vous donner un exemple très concret, les intérieurs qui sont présentés, par exemple, à la télévision, on sait, ça a été documenté par les études du CSA, ex-CSA Arcom, représentent des intérieurs de niveau de classe très aisée.
et donc bien au-dessus, en fait, de l'intérieur moyen d'un Français. Donc forcément, ça crée un décalage. Ça explique, par exemple, aussi le mouvement des Gilets jaunes en partie, de gens qui disent moi, je travaille, je suis bien intégré dans la société, je fais tout ce qu'il faut, je fais des efforts, et je n'arrive pas à accéder à ce qui est la moyenne, mais qui en réalité n'est pas la moyenne, du modèle de société. Donc on a aussi des efforts à faire, et ça veut dire par exemple accepter d'aller en entretien d'embauche en ayant un pull qui ne soit pas tout neuf, donc ça c'est des questions qui nous font bouger tous aussi. Dans quelle mesure on est capable d'accepter nous-mêmes aussi de changer la manière dont on se représente. Donc voilà, donc moi je crois beaucoup aux imaginaires et à la fiction. Mais je pense qu'on a un sujet sur aller sur des fictions qui soient plus positives et aussi qui soient plus réalistes. Merci beaucoup, Pauline. Pour compléter ce que dit Sandra, je pense que nous, les ONG, on est toujours très, justement, tiraillés entre cette négativité permanente parce qu'on veut dénoncer une situation qui nous semble intolérable et en même temps ce besoin, effectivement, d'aller dans du positif, mais même nos propres adhérents, adhérentes nous le disent, et nous-mêmes, nos équipes, on sait très bien qu'il faut aussi montrer qu'en fait, il y a des solutions qui existent et il y a des choses, il y a des initiatives, en fait. Donc, ce qu'on essaye aussi de faire quand même, c'est de montrer que concrètement, il peut y avoir des initiatives. On parlait du bio, par exemple. En fait, il faut du portage politique. Il faut effectivement des conditions pour que ce soit des success stories. Mais on a des exemples où il y a des municipalités qui vont créer des fermes maraîchères bio pour financer et pour justement nourrir les enfants de la cantine, des crèches locales, etc. Ce genre de choses, ça permet, si on a un portage politique, local ou national fort, de justement permettre à tout le monde d'accéder à la meilleure des solutions, en fait. Donc, il y a des initiatives qui existent, nous, on essaie de les mettre aussi en évidence. On a parlé du fonds réparation, etc. Pour nous, il faut augmenter les bonus, justement, parce qu'aujourd'hui, quand on reçoit 15 € pour réparer son vélo, quand on en dépense 90, c'est pas suffisant, en fait. On a besoin de davantage d'aide, on a besoin... Donc, nous, c'est ce qu'on essaye de faire, de montrer que ces initiatives, heureusement qu'elles sont là. Et la réparation, ça permet de recréer du lien social aussi. Ça a tous les avantages possibles, mais pour ça, il faut aussi un gros portage politique et c'est ce qu'on essaye d'obtenir. Merci beaucoup. Merci à tous nos intervenants. Merci au public d'avoir été là nombreux. On finit à temps pour assister à la plénière de clôture, mais n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, à venir nous voir. Merci. Et merci au théâtre Dijon-Bourgogne de nous avoir accueillis.